Bonjour monsieur, tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Claude Bonnard, j'ai 80 ans, je suis né à Genève. Actuellement, j'ai un pied en Pologne et un pied sur les bords du Rhône. J'ai été pendant 11 ans vice-chancelier de l'État de Genève. J'ai passé mes études secondaires en Suisse alémanique et puis mes études universitaires à Genève en cours d'emploi. Euh, je suis euh, enfant du quartier des Cropettes et du quartier de Montbriand, imprégné de vie genevoise depuis toujours. Et voilà, maintenant, depuis que je suis à la retraite, je suis chroniqueur historique à mes heures, je publie quelques bouquins et quelques articles. Quel café vous avez fréquenté dans votre vie à Genève et à quel moment de votre vie vous avez fréquenté ces cafés-là? Oh là là. Alors, le premier café de ma vie, c'était en 1984, en 1954, pardon. C'était le Café de Paris, à la rue de Cornavin. Et puis très vite, la brasserie du siècle, qui n'existe plus, qui est aussi à l'angle de la rue de Cornavin et la place de Cornavin, et le Landolt, avec mes parents. Nous allions chez Longchamp, on ne disait pas au Landolt à l'époque, on allait chez Longchamp. Nous allions surtout pour manger de la choucroute et des pommes. Et quand j'entrais chez Landolt, pour moi, c'était toujours un petit peu mystérieux parce que je me souviens de l'atmosphère. Il y avait des fresques peintes sur au haut des murs. Je m'en souviens de deux. L'une, c'était des étudiantes zofinques qui faisaient un picoulé autour d'un feu. Et puis l'autre, ça devait être un peu dans le style d'Audelaire, des personnages des tout premiers cortèges de l'escalade. Voilà. Et le personnel était habillé un petit peu comme dans les brasseries françaises aujourd'hui, avec le long tablier, la petite chaînette derrière, chemise blanche, nœud papillon. Alors pour le gamin que j'étais, c'était très impressionnant. Et puis j'y suis revenu, alors je dirais pas professionnellement, mais je travaillais à l'époque, au début des années 60, à la rue du Vieux Billard, donc de l'autre côté de la plaine de Plainpalais, et j'allais manger chez Landolt. C'était toujours un bon moment. Et puis on y rencontrait des personnages assez sympathiques. Deux m'ont particulièrement marqué. C'était Jean Piaget, qui était là très modestement, toujours derrière sa petite table. Et surtout Georges Aldas. Georges Aldas avec sa clope au bec, sa boyard. Il fumait des boyards sans filtre. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Et puis il était avec ses lunettes à je ne sais pas combien de foyers en train d'écrire sur ses petits carnets toujours. Voilà, ça c'est deux personnages un peu mythiques de la vie genevoise qui fréquentaient le restaurant. Et puis après, dans les années, je crois que c'est dans les années 70, ça serait à corriger, à vérifier, eh bien le bâtiment a été détruit, le Landolt a disparu, et puis depuis, ben, on voit ce que c'est devenu, quoi. Et ça a changé, c'est devenu un restaurant japonais, ensuite c'est quelque chose qui n'a pas marché, et puis maintenant les arcades sont vides. Il y a quelques années, il était question qu'un restaurateur reprenne et en refasse quelque chose. Et à ce moment-là, la Tribune de Genève m'avait interviewé. Il était question qu'on refasse du Landolt, non pas l'ancien Landolt, mais quelque chose qui corresponde à quelque chose. Et puis, ben voilà, ça ne s'est pas fait. J'ai encore passé devant ce matin. Les arcades sont tristement vides. Puis les autres restaurants, alors pour répondre plus précisément à votre question sur la Genève internationale, le restaurant, donc la brasserie mythique, c'est la Bavaria. La Bavaria qui est devenue, après le relais de l'Entrecôte, et qui est maintenant, sauf erreur, un restaurant étoilé Michelin. Mais la Bavaria, c'était le lieu où tous les diplomates de la SDN se rencontraient. Alors pourquoi là, hein? On peut se poser la question, à la rue du Rhône. Eh bien, tout simplement parce que la salle qui fut celle où il y a eu les premières rencontres de la SDN, c'était la salle dite de la Réformation. C'était la seule grande salle dont Genève disposait d'ailleurs à cette époque. Elle a été démolie sauf erreur en 1969, mais ça c'est à vérifier. Et c'est dans cette salle qu'a eu lieu la première séance, la séance inaugurale de la Société des Nations.
et en 1920. Donc, et évidemment, lorsque les sessions étaient terminées, les séances étaient terminées, eh bien les délégués et le personnel administratif aussi, mais surtout les diplomates, se retrouveraient dans la brasserie la plus proche, qui était la Bavaria. Et il y avait là-bas d'ailleurs, je ne sais pas si chez Jaune ça existe encore, le mobilier est classé. Hein. Et puis il y avait deux caricaturistes hongrois qui ont caricaturé pratiquement tous les diplomates qui passaient là, et c'était un petit peu celui qui n'avait pas sa caricature devait être très frustré. Voilà. Et puis alors il y avait d'autres établissements, mais moins calqués sur la Genève internationale. C'est à l'époque, alors bon, j'ai parlé de la brasserie du siècle qui existait encore jusque dans les années 60. Évidemment, la fin de la SDN a, a brouillé tout ce paysage. Et après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, avec le déplacement, euh, l'occupation du Palais des Nations, eh bien, les délégués ont commencé à avoir d'autres habitudes. Et puis là sont venus, au sein même de l'ONU, les cafétérias, les restaurants, ce qui fait que dans les estaminets proches de la place des Nations, oui, on trouvait encore du monde. J'ai travaillé 2 ans dans la Genève internationale, de 1970 à 72, dans le bâtiment qui s'appelait le Centre international, qui est juste en face du bâtiment de l'UIT. Et bien là, il y avait une ou deux brasseries, cafés de quartier, mais ça n'avait plus rien à voir avec les traditions du temps de la SDN. Vous avez parlé un petit peu plus tôt du Landolt et du Bavaria. Donc, est-ce qu'il y avait des groupes sociaux particuliers? Je peux penser à des groupes d'étudiants qui fréquentaient ces cafés-là. Alors absolument, le Landol, c'était le lieu des rencontres des sociétés d'étudiants. Et chaque société d'étudiants avait sa table, à l'image de ce que j'ai vu plus tard en Suisse allemande dans les sociétés d'étudiants. Chacun y allait de son couteau pour graver son nom sur ces tables, où il n'y avait pratiquement plus que des signatures et des logos. Et effectivement, il y avait la fameuse table dite de Lénine. Pourquoi Lénine? Je crois que l'affaire est tellement connue, je ne voudrais pas m'étendre, mais si ça vaut, pour la rappeler en quelques mots, il y avait une forte émigration russe et beaucoup d'émigrés russes ont trouvé refuge à Genève, pas seulement les Russes d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de Polonais qui sont venus au fil du temps, au fil des insurrections polonaises et de la répression de la police du tsar. Une grande marque horlogère genevoise n'existerait pas sans un certain Anthony Patek. Hein. Voilà, pour ne citer que son nom. Donc les Russes, eux, étaient assez nombreux. Ils s'étaient regroupés autour de la rue de Carouge, qu'ils appelaient Karouchka. Lénine lisait sa Tribunka, donc la tribune de Genève, qui n'était pas encore du groupe Edipresse, État Média. Et il a fait plusieurs séjours. Hein, il n'a pas fait qu'un seul séjour à Genève. Lénine est venu, sauf erreur, de 1895. Et puis son dernier séjour, c'est 1908, je crois. Et puis après, il est reparti direct. Il a quitté définitivement la Suisse au moment de la révolution bolchevique. Et donc, la rue de Carouge, eh bien, c'est tout près de la bibliothèque universitaire. Donc voilà, et puis quand on allait à la bibliothèque universitaire, ben après on venait avec les copains refaire le monde, ou préparer le monde nouveau plutôt, autour d'une bière au Landolt. Alors voilà pour maintenant la fameuse table. Je vous laisse voir si ça vous intéresse de savoir ce qu'elle est devenue, parce que on ne sait pas trop, il y a tellement de variantes. Pour ce qui est du Bavaria, est-ce qu'il y avait aussi des étudiants ou c'était davantage des diplomates qui fréquentaient ce café-là? Bavaria, c'était très diplomatique. Oui, oui. Là, vraiment, le Landol, un mix. Enfin, on n'avait pas beaucoup de délégués. C'était très sectorisé.
si je prends, si vous prenez aussi la brasserie, ce que j'ai cité, hein, celle que je connais, ou bien la brasserie bâloise qui existait au Quai des Bergues. euh, alors oui, bah, vous aviez de temps en temps des gens qui venaient pour des conférences, mais ce n'était pas comme aujourd'hui, des centaines et des milliers de délégués qui arrivaient à Genève. Donc c'était quand même assez sélect. On ne se côtoyait pas entre ce que Jean-Pierre Raffarin pourrait appeler la Genève d'en haut et la Genève d'en bas, hein, voilà. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison au fait que le Bavaria ait par exemple attiré davantage un public de diplomates qu'un public plus varié? Alors Bavaria, c'est tellement simple que c'était ce qu'il y avait de plus proche de la salle de la Réformation. Alors pour le reste, ça dépendait des hôtels. Dans quels hôtels ces gens logeaient, c'est aussi le début de l'hôtellerie à Genève, enfin de la construction, toute cette période enfin, qui a précédé quand même, parce que les grands hôtels existaient déjà. Si vous prenez le Beau Rivage, j'entends Élisabeth d'Autriche y est descendue en 1898 et puis a été assassinée peu après. Donc les grands hôtels sur les quais, qui ont été notamment construits grâce au lest du duc de Brunswick, euh, et tous ces hôtels qui se sont construits, hôtel de la Paix, etc., toute la ceinture d'hôtels là au bord du lac, existait déjà. Mais c'est clair que chaque député, enfin chaque délégué avait ses habitudes, en fonction aussi d'ailleurs du pays qu'il représentait. Là, je n'ai pas creusé le sujet. Et comme je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas, je ne pourrais pas vous en dire plus là-dessus. Et pour avoir votre avis personnel, on a vu donc que dans ces brasseries, les rendez-vous entre diplomates étaient fréquents. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Ça se passe moins dans les établissements publics. Si vous prenez les grandes conférences internationales, c'est plutôt dans les salons d'hôtel, c'est plutôt dans des lieux plus discrets, ne serait-ce pour des questions liées au renseignement. Je crois que je me souviens à Berne, comme j'ai fait pas mal de services militaires à Berne, le Bernerhof était connu, ou bien le Bellevue, si vous, pour être quand même bien fréquenté dans les salons et les bars par des diplomates qui n'avaient de diplomate que le nom. Vous avez parlé un petit peu plus tôt donc de la table de Lénine et donc que la révolution s'était quelque part préparée ici au Landolt. Est-ce que vous avez une idée des discussions qu'il pouvait y avoir dans ces cafés? Alors, je n'ai pas de réponse précise à vous donner, je n'ai pas étudié ce sujet précisément, mais il est permis de penser que ces émigrés russes qui partageaient les mêmes idéaux politiques, en fonction aussi de l'évolution politique en Suisse, hein, dans l'émergence de ce qui a abouti, mais peu après, à la grève de 1918, pour ne parler que d'elle, euh, ils parlaient de leur vision politique du monde, hein. Je crois que Lénine avait donné une conférence de nature politique à la Azofing. C'est assez drôle quand on voit ça aujourd'hui. Si on imagine aujourd'hui, voilà, on voit mal Fidel Castro venir à Zofingue, j'entends, pour faire une conférence sur la révolution, ou le Che Guevara, j'entends, bon, c'était un peu. Mais à l'époque, voilà, il y avait quand même je dirais une certaine tolérance, je dirais beaucoup plus qu'aujourd'hui, euh, ne serait-ce, et pas seulement à Genève, mais en Suisse en général, la tolérance par rapport aux réfugiés. D'ailleurs, ça a failli provoquer une guerre avec la Prusse et même avec la France en 1857, où les grandes puissances trouvaient que la Suisse était beaucoup trop tolérante pour accueillir des réfugiés en nombre. Voilà. Durant votre vie, donc j'imagine vous avez fréquenté plusieurs établissements. Est-ce qu'il y a une période où vous avez fréquenté davantage le Landolt et peut-être lorsque vous étiez étudiant ou d'autres cafés de ce genre? Et quelles étaient les discussions que vous entrepreniez à l'époque? Gamin d'abord, puis ensuite, bon, je l'ai fréquenté, c'était en 1968, bon, je suis né en 46. Là, c'était plutôt boulot, et puis souci de travail, et puis le chef de service qui est pas très sympa, et puis quand tu prends tes vacances et tout ça. Donc, on était bien loin, je pense, que des grandes discussions idéologiques
des années 1900, 1908, enfin fin 19e siècle, début 20e, quoi. Selon votre expérience personnelle, est-ce qu'on allait davantage au Landolt dans le cadre professionnel, hein, dans le cadre du travail, ou est-ce que on s'y rendait avec nos collègues après notre journée de travail? En fait, quelque part, est-ce que c'était une sorte de rencontre informelle ou au contraire, c'était au sein du travail, dans le cadre de notre travail qu'on se rendait dans ces cafés-là? Non, non, j'ai plutôt l'impression, dans mes souvenirs, que c'était des réunions plutôt de travail. C'était pas le lieu pour les rencontres en famille, hein. Peut-être le week-end, oui, mais j'entends c'était quand même des réunions. C'était pas les afters d'aujourd'hui. Donc si j'ai bien compris, il y avait énormément de Russes qui côtoyaient l'établissement du Landolt. On peut dire quelque part qu'il y avait une atmosphère socialiste. Est-ce que vous sentiez une segmentation peut-être idéologique ou politique de ces cafés genevois? Non, alors plus du tout. Ça, c'est plus du tout. Si je prends le Landol, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens du milieu universitaire. Ben oui, c'est proche du bâtiment qui ne s'appelle plus Karl Vogt. Euh, voilà, non, on sentait que c'était totalement différent. Et puis fonctionnaires, étudiants, surtout personnel, professeurs, assistants, etc. C'était un peu ça. On a beaucoup parlé du Landolt, mais mis à part cet établissement, est-ce qu'il y avait d'autres cafés à Genève, cosmopolites, où en fait on parlait plusieurs langues étrangères? Oui, alors écoutez, à l'époque de la Société des Nations, je n'en sais rien, mais à l'époque de mon adolescence et jeune âge adulte, vous aviez, alors oui, le Café de Paris, qui est aussi un restaurant mythique genevois, où là, alors ça allait du suisse allemand à l'anglais en passant par toutes sortes d'autres langues, quoi. À l'époque d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que les confédérés étaient considérés par les Genevois à une certaine époque comme les étrangers sont considérés par les Genevois aujourd'hui, hein. Et ça a duré assez longtemps. Et le quartier de la gare, parce qu'il faut rallier tout ça au quartier de la gare aussi, à l'arrivée du chemin de fer à Genève, dans les années 1855 à peu près, eh bien, on a créé ensuite ces quartiers qui sont aujourd'hui le quartier de Montbriand, autour de la rue de Lausanne. Et c'était tellement mal famé parce qu'il y avait des confédérés. Rendez-vous compte, il y avait des Neuchâtelois et des Fribourgeois, quelle horreur. Et alors, là, on a même eu, à un moment donné, un commissariat de police avec un commissaire de police spécialement affecté à la gare. Si vous lisez le mémorial du Grand Conseil et le recueil des lois de cette époque, vous avez tout le débat sur la création d'un commissariat à la gare parce que c'est tellement mal famé qu'il faut un petit peu contrôler tout ça. Est-ce que dans ces cafés, c'était davantage des personnes politiques qui les fréquentaient ou c'était plutôt des diplomates? Si on parle de la période de la SDN, je ne peux pas vous le dire. Si vous me parlez des années 50, on a quand même les Nations Unies qui prennent leur envol. On a les premières grandes conférences, hein, 1954-55, la conférence sur l'Indochine, la conférence dite des quatre grands en 55. Ensuite, une première conférence sur le Liban, la conférence sur l'énergie atomique, tout ça, c'est les années 50, 60. Eh bien, vous trouviez les, les délégués, voire le personnel, les fonctionnaires internationaux un peu dans leur monde, ce que d'ailleurs les Genevois leur reprochaient beaucoup, d'ailleurs encore jusqu'à aujourd'hui, on parle toujours de la Genève internationale, mais ce sont deux mots qui se côtoient sans jamais se rencontrer ou presque. Et puis, vous aviez les premiers clubs qui se sont formés, hein, la plage de l'ONU. C'est assez symbolique, ça. Les gens de l'ONU n'allaient pas se baigner au Paquis, j'entends. Les Genevois de ma condition sociale allaient au Paquis, les gens de Champel allaient à Genève-Plage, et les internationaux à leur plage internationale. Euh, c'est symbolique, pas seulement pour les restos, les hôtels, mais c'était très clivé. Alors, si vous alliez autour de la gare de Cornavin, où il y avait pas mal de bistrots du côté des grottes,
du côté, alors, qui tombait en décrépitude à ce moment-là, hein. C'est avant la rénovation des grottes. Alors vous aviez des bistrots, c'était le monde ouvrier qui se retrouvait là. Et ceux que l'on appelait aussi les bras pendants. Les bras pendants, c'était des... J'ai des souvenirs, ce sont des personnages, moi ils me font penser aux gens de la série Peaky Blinders, avec c'était tout à fait le même look, qui étaient assis sur les murs près de la gare et qui attendaient de pouvoir jouer les portefaix, c'est-à-dire transporter les bagages des gens et les marchandises sur les charrettes à chevaux qui étaient là. Voilà. Donc, et tous ces cafés, le café du Reculet, des choses comme ça, même que la Genève internationale n'était pas très loin, on ne fréquentait pas. Il y avait une ségrégation même entre ces mondes. Ma mère qui a travaillé à l'ONU dans les années 50-58, quand on travaillait à l'ONU, c'était comme fonctionnaire, non pas comme diplomate. Il y avait déjà, j'allais gamin, hein, j'avais 10-12 ans, j'allais manger à la cafétéria de l'ONU. Mes camarades de classe de l'école des Crampettes me regardaient avec des yeux comme ça. Moi, je roulais les mécaniques, je disais, je vais manger à l'ONU. C'était un autre monde. Et donc, les délégués, déjà là, ça commence des séances dans les grands hôtels. On va manger dans les restaurants d'hôtel, ou alors on va manger à la Perle du Lac. La Perle du Lac a été un de ces restaurants, voilà, qui a beaucoup été lié à la Genève internationale. On allait au Vieux-Bois aussi, mais qui avait plus le caractère école à l'époque que voilà, ça, restaurant pour internationaux, ben, je pense que c'est pratiquement accolé au bâtiment des Nations Unies. Et c'était encore une époque où il n'y avait pas de mesures de sécurité particulières. Maintenant, c'est tellement barricadé, badgé, etc., que j'entends, c'est une des raisons de plus qui font que, voilà, on va déjeuner ou on a des dîners de travail ou des conférences, soit dans les grands hôtels, soit à la limite même du périmètre onusien. Est-ce que vous aviez fréquenté personnellement la Perle du Lac? Enfants et en famille. Et la fréquentation de cet établissement qui se trouvait proche du Léman, c'était beaucoup des personnages internationaux, des diplomates, ou est-ce que les familles, elles pouvaient s'y rendre également? Alors, c'était la Perle du Lac. Il y a eu plusieurs perles du lac. Évidemment, la Perle du Lac a été créée quand même pour les touristes, hein. Lorsque les grandes familles genevoises, comment dirais-je, ont fait des donations à l'État ou à la ville, et que finalement, vous avez la ville à Barton, etc., etc., tous ces jolis coins là, le long de la rade. La Perle du Lac, c'était une espèce de chalet où on allait en famille. Puis ensuite, ben, ils sont venus les internationaux. Ensuite, c'est resté bistrot, sympa. Ensuite, c'est devenu restaurant 4 étoiles. Ensuite, voilà, il y a eu des. On est déjà dans cette période où les restaurateurs changent vite, hein. Les dynasties ou les, les personnalités très marquantes. Je reviens à Longchamp. C'est des gens qui, encore une fois, on ne donnait pas le nom du restaurant, on disait on va chez Longchamp, hein. Et ça a commencé à changer. Et puis aujourd'hui, ben, vous allez dans un restaurant, vous voyez que 3 ans plus tard, il n'est plus là. Donc. Oui, c'est assez vrai. Et puis en fait, aujourd'hui, on ne connaît pas forcément systématiquement le nom des propriétaires. Voilà, exactement. Et donc, est-ce que selon vous, la Perle du Lac, elle est passée d'un établissement plutôt très familial à quelque chose d'international? Et pourquoi finalement, en fait, il y a eu ce changement-là? Non, j'ai rien remarqué, mais comment dirais-je, rien, moi, personnellement, rien, non, rien de tout ça, mais c'est vrai que je pense que ça a pu exister. Vous avez raison, on retrouve pour tout. Euh, Pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire des portes ouvertes à l'ONU? Pourquoi est-ce qu'on a commencé à créer un service des visites de nouveau dans les années 50? Euh, Parce qu'il y avait toujours ce souci que les Genevois puissent s'approprier ces lieux qu'ils ne connaissaient pas. On en était fiers, mais on n'en avait rien à cirer, si vous me permettez. Et dans les années 20, c'est quand même très différent. Les années 20, parce que là, Genève vit quand même une période économiquement difficile.
Et puis, ben oui, le siège, alors d'accord, il y a eu le président Wilson, aujourd'hui décrié, a eu quand même un peu un coup de cœur pour Genève. Mais il fallait trouver des locaux et ça n'a pas été simple. Et tout le monde, au niveau des vainqueurs de la guerre 14-18, n'était pas enchanté de venir à Genève, hein. Et on a quand même transformé un hôtel pour en faire le palais Wilson. On va doucement conclure notre entretien, mais j'avais quelques dernières questions à vous poser. Quel était l'établissement qui vous a le plus frappé, en tout cas à Genève? Est-ce que c'était davantage le Landolt, le Café du siècle, la Brasserie de Paris ou encore la Perle du Lac? On a parlé tellement d'établissements, mais quel est celui qui a retenu votre attention en tout cas? Ça dépend de quelle période de ma vie. Pendant mon adolescence et puis mon âge jeune adulte, c'était effectivement les établissements dont on a parlé maintenant. Pendant ma vie professionnelle, euh, il se trouve que, bon, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 17 ans de secteur privé, 2 ans d'international et 26 ans à l'État. C'est clair qu'ayant travaillé 11 ans au département de justice et police, au département, donc comme responsable ressources humaines, et puis ensuite 11 ans comme vice-chancelier de l'État, mes quartiers généraux, c'était Glosu, hein, la brasserie de l'Hôtel de Ville, c'était le palais de justice, les armures, et voilà, et le café du consulat, hein. Et là, vous retrouviez, encore aujourd'hui, je dirais chez Glosu, ou chez le fils Glosu aujourd'hui, si vous voulez savoir ce qui se passe connaître les dessous des séances du Grand Conseil, peut-être moins du Conseil d'État, mais les séances du Grand Conseil, ben vous allez un soir de séance un jeudi ou un vendredi, vous allez manger chez Glosu, ou vous allez manger aux armures, et puis vous en savez autant que le mémorialiste qui a fait le procès verbal, quoi. Et finalement, est-ce que vous avez vécu des soirées un petit peu spectaculaires ou qui sortaient de l'ordinaire dans ces cafés? Ou au contraire, il y avait une certaine routine qui s'installait dans ces établissements? Non, pas du tout. Oui, et puis je n'en ai pas aux heures de. J'ai jamais fréquenté ces établissements au moment des soirées.